nous suivent sur Internet et à ceux qui sont dans la salle, bien évidemment. Je vous propose de commencer par la nomination d'un secrétaire pour notre séance du soir. Et je vous propose la désignation de Monsieur Gabriel Michel. J'imagine qu'il n'y a pas d'autre volonté pour ce rôle éminent. Il n'y en a point. Et donc, en termes de procuration, j'ai reçu la procuration de Madame Karine Beaune. Lise Magnier donne pouvoir à Monsieur Delavelle jusqu'à son arrivée. Madame Bourbrock donne pouvoir à Monsieur Doucet. Monsieur Fogéa à Monsieur Lebas. Madame Raguetli à Madame Cheyer. Madame Thibert à Monsieur Namur. Et Monsieur Castillo à Madame Amla. Il n'y en a pas d'autres. Nous devons approuver le procès-verbal du conseil municipal du 18 avril 2024. Est-ce qu'il y a des questions sur ce PV ou des remarques? Il n'y en a pas. Nous l'approuvons. C'est parfait. Je vous informe que vous avez les délégations du maire qui sont, j'imagine, jointes à la fin, ou je ne sais où d'ailleurs. En tout cas dans la K-Box à minima. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va passer au projet de délibération. Nous commençons par Monsieur Vattel. Monsieur le maire, chers collègues, bonjour à tous. Effectivement, donc il y a une femme et un couple qui avaient réservé une concession dans nos cimetières, et puis comme ils respectent les règles pour pouvoir les rendre, ils ne sont pas morts, donc ils veulent nous rendre leur concession, donc nous proposons de les récupérer. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, nous délibérons. Des oppositions? Des abstentions? La délibération est donc adoptée. Merci bien. La délibération numéro 2, le compte financier unique 2023, Monsieur Lebas. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc il s'agit pour la deuxième année du compte financier unique qui remplace le compte administratif et le compte de gestion qui est produit par le comptable. On attend que la technique. Donc vous avez dans votre K-Box le rapport officiel, et puis vous avez la présentation pédagogique faite par nos services, c'est toujours d'une très belle qualité. Et je vais résumer ces 40 pages du dossier en quelques slides, quand ils voudront bien venir. Peut-être faudrait-il fermer quelques fenêtres, quelques volets. Voilà. Alors. Donc on va commencer par le budget principal. C'est un budget donc qui est de 61 847 000 en dépenses de fonctionnement et de 76 210 000 en recettes. Ce qui laisse un résultat de fonctionnement positif de 14 300 000, qui permet largement de couvrir le déficit de la section d'investissement qui est de 7 700 000, sachant que les recettes sont de 23 400 000 quand les dépenses sont de 31 100 000. Voilà. Donc, ce qui nous laisse un excédent de clôture quand on couvre le déficit d'investissement par le résultat de fonctionnement, ce qui nous laisse un excédent de clôture de 6 600 000 dont nous disposerons pour faire le BS au prochain conseil municipal début juillet. Je rappelle que l'année dernière, l'excédent de clôture était de 4 300 000. Donc, une amélioration de l'excédent de clôture. Si l'on regarde le détail des recettes, nous avons 69 354 000 de recettes réelles, soit une augmentation de 2,2 millions, qui correspond à un taux d'augmentation de 3,28%. Alors, d'où provient cette augmentation? Cela dit, des recettes qui augmentent de 3,28% réelles, c'est inférieur à l'inflation. Je vous rappelle que l'inflation en 2023 était de 4,9%. Donc, nous avons perdu un peu de pouvoir d'achat, si je peux me permettre. Donc, d'où viennent ces augmentations? Essentiellement, bien sûr, des recettes fiscales qui augmentent de 2,2 millions.
de 6,81%, mais je rappelle qu'il y a eu la revalorisation des bases et qu'elle était de 7,1%. Donc là aussi, des recettes fiscales qui augmentent moins vite que la revalorisation des bases, revalorisation des bases qui correspond à l'inflation de l'année de novembre 2021 à novembre 2022. Alors, par contre, il y a une baisse il y a donc également il y a des autres produits de gestion courante qui augmentent fortement, qui intègrent donc autres produits de gestion courante. Ça passe de 1,36 million en 2022 à 1,9 million en 2023. L'explication est simple, c'est la recette issue du protocole d'accord sur transactionnel numéro 2 sur le parc des expositions. Donc c'est une recette exceptionnelle. Ça ne se reproduira pas. Donc globalement, si on retire cette recette exceptionnelle, les recettes classiques augmentent que de 1,6%. Si l'on regarde la répartition de ces recettes, naturellement, le premier poste, c'est les impôts et taxes, 57%, suivi des dotations et participations que nous pouvons recevoir, 33%, et les produits des services, comme d'habitude, représentent que 6% de nos recettes. Un petit focus sur certaines des recettes de fonctionnement, et commençons par la contribution la plus importante, celle des contributions directes. Le taux d'imposition en 2023 n'ont pas changé. Les bases ont été réévaluées, je viens de le dire, de 7,1%. Et globalement, donc, les produits fiscaux augmentent de 6,5%. Vous avez le détail. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos produits fiscaux relève de la taxe foncière. 67% de nos recettes, c'est de la taxe foncière. Il y a un peu de TH sur les résidences secondaires, et vous pouvez remarquer que ça augmente, puisque c'est passé de 521 000 à 852 000. L'explication est toute simple. Nombre de résidences qui étaient considérées vacantes sont maintenant plus vacantes du fait de l'obligation qui est faite de remplir les données « Gérer mes biens ». Cela dit, il a été prélevé beaucoup trop de taxes d'habitation par rapport aux locaux effectivement en service. Donc ça veut dire que cette recette exceptionnelle que nous avons sur cette taxe ne sera pas au même montant l'année prochaine. Les autres contributions directes, les droits de place, 209 000 €, un petit peu plus que d'habitude, 7 000, mais pas beaucoup. La taxe sur la consommation finale d'électricité, elle est de 1,29 million, elle a augmenté de 159 000. Et les droits de mutation, quant à eux, ont baissé. Ils sont de 981 000, ils ont baissé de 180 000 €. Qu'en est-il des dotations de l'État? C'est quand même un poste important. Les dotations, c'est 19 millions. Ça progresse très faiblement, de l'ordre de 0,62%. 0,62%, très largement inférieur à l'inflation. Et vous remarquez que la dotation forfaitaire, elle a même tendance à baisser. S'il y a une petite augmentation, elle est due, comme d'habitude, à la dotation de solidarité urbaine. Sur le FPIC, pas grand-chose, des ajustements et des compensations de taxes foncières pour 60 000 € supplémentaires par rapport à l'année précédente. Si on regarde la répartition maintenant des dépenses de fonctionnement, 58 618 000 € de dépenses réelles de fonctionnement. Le poste le plus important reste naturellement les charges de personnel, 59%, suivi des charges à caractère général et des autres charges de gestion. On va voir le détail dans la slide suivante. Les charges financières ne représentant que 2%. La charge financière, ce sont ici les intérêts, les emprunts.
Si l'on regarde le détail des dépenses réelles de fonctionnement, le voici. A priori, donc, les dépenses de fonctionnement réel diminuent des 0,73%. Ce qui diminue le plus, ce sont les autres charges de gestion courante, qui passent de 9,8 millions à 7,5 millions. L'explication, c'est la soulte du RCU. Rappelez-vous que nous avions 3 millions en 2021 et en 2022 de soulte de RCU, que nous voulions passer en investissement, mais ça nous a été imposé de le passer en fonctionnement. En 2023, suppression de cette soulte. Donc il n'y a pas les 3 millions de cette charge de gestion courante. Mais vous remarquez donc qu'en fait, s'il apparaît moins 23, si l'on retire cette soulte qui n'a duré qu'en 2021 et 2022, les charges de gestion courante ont augmenté, puisque le différentiel entre 2022 et 2023, il n'est pas de 3 millions. Il est de 2,2 millions à peu près. La plus grosse charge, naturellement, et la plus grosse augmentation de ces dépenses, c'est des charges de personnel, même si elles sont maîtrisées, puisqu'elles n'ont augmenté par rapport à 2022 que de 3,21%. L'autre poste qui a beaucoup augmenté, de l'ordre de 720 000 €, ce sont les charges à caractère général. Vous en connaissez les raisons. 2023, il y a eu une flambée du prix de l'électricité. L'électricité a augmenté de 104%. Cela dit, heureusement que notre consommation a baissé. Nous avons fait des économies, ne serait-ce que sur les LED que l'on installe partout. Et puis le gaz également, qui a augmenté. Et donc nous avons mis plus 755 000, bien que notre consommation de gaz ait baissé, puisque nombre de nos locaux sont maintenant branchés sur le RCU. Donc heureusement que nous avons le réseau urbain de chaleur. Voilà pour... alors, les autres charges de gestion courante, si l'on retire les 3 millions, ont augmenté. Pourquoi ils ont augmenté? Je rappelle que nous avons augmenté notre subvention au CCAS de 690 000 €. Nous sommes revenus à 3,5 millions. Et nous avons également viré au budget annexe de stationnement pour l'équilibrer 150 000 €. Donc, si on retraite tout ça, il n'y a pas une baisse des dépenses, mais il y a une augmentation des dépenses de 2,5 millions. Il n'empêche qu'au niveau de l'épargne, il y a un net redressement, puisqu'il n'y a plus les 3 millions de RCU, et nous retrouvons le niveau d'épargne que nous avions connu entre 2015 et 2020, un palier à 8 millions. Et on voit que l'écart entre les recettes et les dépenses a tendance, en 2023, à s'améliorer. Passons à l'endettement. L'endettement aujourd'hui, hors PPP, Capitole, est de 19 634 000 €. Il a donc un petit peu augmenté par rapport à 2022, de l'ordre de 640 000 €. Le taux moyen de notre dette est de 2,9%, ce qui n'est pas mal. Notre capacité de désendettement est de 3 années 3, c'est-à-dire qu'elle est largement inférieure à celle de la strate et à celle nationale. Alors, en 2023, nous avons souscrit 2 emprunts, ce qui explique qu'il y a une petite augmentation de l'endettement, malgré les remboursements. Nous avons souscrit un emprunt de 3 millions sur 12 ans au Crédit Coopératif au taux de 2023, et encore un bon taux pour 2023, 4,07. Et puis nous avons aussi contracté un emprunt de 3 millions auprès de la Banque des Territoires sur 12 ans, pour financer nos économies d'énergie dans le cadre de Chalon Connect. C'est un emprunt de 3 millions donc à 2% sur 12 ans, donc bonifié, eu égard à sa destination, mais que nous n'avons pas levé en 2023, que nous lèverons en 2024
à raison de 2,2 millions au mois de mars, c'est fait, et le reste, ces 750 000 euros, seront levés en 2025. Sur cette dette, rien à en dire de spécial, si ce n'est que, naturellement, elle est classée A1, donc sans aucun risque, et que nos prêteurs sont bien diversifiés. Passons aux dépenses d'investissement, un total de 25,2 millions, dont près de 17,5 millions de dépenses d'équipement, en augmentation de 2,59%. Les principaux postes de dépenses d'investissement, ce sont les immobilisations, corporelles ou en cours, 15,4 millions. Le remboursement des emprunts, le capital des emprunts pour 2,7 millions. Et des subventions d'équipement que nous versons à raison de 1,2 million. Le taux d'exécution de nos investissements est de 72%, contre 51% l'année précédente, et toutes les années précédentes, il était largement inférieur. Nous devons cette augmentation au passage en APCP, autorisation de programme, crédit de paiement. Si l'on regarde la ventilation des 17,5 millions de dépenses d'équipement, vous les avez par AP. La principale dépense d'équipement concerne l'opération centre-ville. Nous avons consacré au centre-ville 6 355 000 euros, dont 5,9 millions rien que sur l'îlot Notre-Dame. Il y a des aides au commerce et des aides à l'OPA centre-ville. Le deuxième poste, ce sont les charges conservatoires, 4,1 millions. Donc les charges conservatoires, c'est le mobilier, c'est le matériel informatique, les logiciels, la maintenance des bâtiments de scolaires, sportifs, culturels, CSC, et également 712 000 euros de voirie. Vient ensuite le territoire zéro carbone. On a consacré 1 140 000, dont 891 000 rien que pour raccorder nos bâtiments au RCU et qui nous entraîne naturellement des économies d'énergie et qui limitent les émissions de carbone. Chalon Connect, on a consacré 874 000 euros. Sur le quartier Schmitt, 523 000 euros, dont 472 000 euros sur l'aménagement de la cour Lavoisier. Sur le parc et musée du cirque, on a consacré 265 000 euros, essentiellement les démolitions de bâtiments et des constructions du mur d'enceinte. Sur l'îlot Coraline, on a mis 134 000 euros, dont 60 000 sur le parc Bellevue. La rénovation thermique des bâtiments, 131 000 euros, essentiellement les LED dans les bâtiments. À Pédujar, 38 000 euros de VTT Parc. Sur le quartier Chanzy, 25 000 euros d'études d'aménagement. Et le reste, ce sont les opérations hors AP, c'est-à-dire on reprend les opérations qui étaient engagées avant 2023, mais qui n'ont pas été réalisées en 2023, à savoir de la voirie pour 770 000 euros, l'équipement son pour le Capitole, 426 000 euros, des subventions au CCAS, au CNAC, des véhicules pour 298 000 euros. Voilà pour les dépenses d'équipement. Les recettes, 20 millions 100, dont 18 millions 8 de recettes réelles, réalisées à 76%. Voire même à 90%, puisque vous voyez que sur les emprunts dettes assimilées, nous avions inscrit 6,5 millions de crédits, nous n'avons levé que 3 millions, mais il y a les 3 millions également de la Caisse des dépôts et consignations que nous avons signé, mais que nous n'avons pas levé en 2023. Donc si on rajoute, puisque c'est fait, le taux d'exécution est largement supérieur, il atteint les 90%. Les principales recettes sont les subventions d'investissement, 7 millions 100, et des dotations pour 6 millions 100. Ce qui est le plus intéressant, vous avez le détail naturellement dans votre rapport, ce qui est intéressant, c'est cette structure de financement. 35% de nos investissements sont totalement autofinancés. S'y ajoutent les autres recettes, et c'est essentiellement du FCTVA, c'est une recette qui nous est propre, ça dépend des investissements que nous avons faits les années précédentes.
Nous avons souscrit donc 3 millions d'emprunts et nous avons perçu 7 139 000 euros. Nous faisons la chasse naturellement aux subventions. Alors elles émanent de l'État, de l'Europe, de l'intercommunalité, du département et d'autres. Et elles concernent de la région, bien sûr. J'ai oublié la région, excuse-moi. Elles ont servi surtout sur des opérations telles que la gare. Oui, c'est une opération qui paraît ancienne aujourd'hui, mais vous savez que pour percevoir les subventions, il faut qu'elle soit terminée. Et ça vient encore un petit peu après. La gare, l'ANRU Verbeau, naturellement, l'îlot Notre-Dame, la redynamisation du centre-ville, le réseau de chaleur et de l'agglomération, sa participation au PPP financier du Capitole. Voilà, monsieur le maire, mes chers collègues, les budgets principaux. Il nous est demandé d'arrêter ce compte financier unique 2023. Les résultats d'exécution viennent d'être exposés et d'arrêter le montant des restes à réaliser de la section d'investissement, à savoir 758 000 en dépenses. Parmi les dépenses reportées, vous avez 242 000 sur des travaux sur le gymnase du Verbeau et vous avez également des remplacements de menuiserie du grand salon pour 91 000 euros. Et nous reportons 3 100 000 de recettes. L'essentiel de ces reports, c'est l'emprunt de 3 millions, naturellement. Voilà, monsieur le maire, mes chers collègues, ce CFU qu'il convient de valider. Merci beaucoup, monsieur Vattel. Monsieur le maire, chers collègues, une fois encore, merci au service pour la qualité des documents qui nous ont été fournis. Ça nous permet de bien comprendre les choses. Justement, beaucoup de choses, beaucoup de constats sont faisables grâce à ce CFU, puisqu'il faut l'appeler comme ça. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a une actualité surprise qui contraint un peu beaucoup le temps disponible, alors je n'évoquerai qu'un seul point. Je n'en pense pas moins, mais bon, il n'y a pas le temps pour ça. Je ferai simplement remarquer donc que si l'on compare les recettes que l'on obtient pour les droits et redevances périscolaires, pour les activités culturelles, musées, patati patata, qui se montent à 1,3 million, si j'ai bien additionné, même si d'ailleurs tout ne vient pas forcément de la poche des familles ou des habitants, ces sommes seraient facilement absorbables si nous les rendions gratuites par la cagnotte dont je vous parle régulièrement, puisque elle est encore à 6 millions et quelques. Voilà, simplement je voulais noter ça. Donc c'est la gratuité, c'est juste un choix politique, c'est pas une capacité financière, ce sont des choix politiques que l'on peut ou on ne peut pas faire ou que l'on ne veut pas faire. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Merci bien, monsieur Damur. Merci pour ces explications. Effectivement, moi j'avais juste une question. Monsieur Lebas, vous avez dit que nous recherchions activement à aller chercher des subventions ici ou là. Et je voulais savoir comment nous nous sommes organisés justement pour atteindre ces objectifs, puisque j'ai vu qu'il y avait 36% de subventions pour les équipements. Et au regard de ce que je peux voir ici ou là dans des communes à peu près similaires, j'ai l'impression qu'on est un peu en dessous des subventions. Alors, ça dépend des collectivités autres qui sont, ou d'autres structures qui sont capables de nous aider. Mais voilà, j'aimerais aussi qu'on puisse avoir une comparaison sur des villes de même strate par rapport aux subventions d'équipement que l'on est qui sont en capacité d'aller chercher, de manière à aller chercher plus haut, nous. Et vous savez, hein, le but, c'est toujours de faire mieux et plus. Merci bien, monsieur Lebas. Je n'ai pas grand-chose à répondre. Monsieur Devattel a dit que les documents étaient de qualité. Il a bien raison. Quant à la cagnotte, je n'ai pas à répondre. Je ne sais pas ce que c'est.
Et sur les subventions, bah écoutez, je ne peux pas vous donner le taux pour les autres collectivités, mais sachez que nous faisons notre possible et que nous avons un poste dédié à la recherche de subventions, mais qu'il faut effectivement, c'est la jungle hein, dans l'ensemble des subventions possibles. Si je peux me permettre, non pas d'être en contradiction évidemment avec ce que vient d'évoquer Gérard Lebas, mais je ne mesure pas si ce qu'a évoqué M. Damur est juste ou pas juste. Est-ce qu'on est mieux loti que d'autres, moins bien loti que d'autres? Et donc, se trouve que ce type de comparaison, on essaie de se comparer souvent. Dans le cas de ces documents qui, effectivement, sont très bien faits, on a souvent les chiffres de la traite. C'est vrai qu'en règle générale, pour montrer qu'on est meilleur, loin de moi l'idée de penser que l'on ne montre pas en sens inverse, mais j'aimerais bien effectivement aussi avoir ce type d'information. Typiquement, pourquoi? Parce que 36%, si les autres sont à 40, ça veut dire qu'on a 4 points à gagner. Et j'imagine que s'il faut créer 2 ou 3 postes ou 10 postes pour gagner un certain nombre de points qui coûteraient beaucoup moins cher, la création des postes en entendant que les subventions qu'on récupérait, ce serait tout bénef, évidemment, pour tout le monde. Et comme ce sont des créations de postes, entre guillemets, qui seraient facilement quantifiables en termes de valeur récupérée par rapport à la création de postes, je serais très ouvert à ce type de création de postes. Chacun dans la salle, sachant que c'était assez rare pour ce qui concerne la majorité. Donc je partage complètement cette analyse-là, et j'aimerais bien effectivement avoir cette comparaison entre les uns et les autres. J'avoue que j'ai très envie de refaire une énième fois le débat avec Monsieur Vattel sur cagnotte, pas cagnotte, comment ça marche, etc., etc. Il va encore dire ensuite que je suis donneur de leçons, que je suis arrogant, ce qui n'est pas complètement faux. Mais on va éviter évidemment de refaire une énième fois ce débat-là. Donc il n'y aura pas d'autres éléments de réponse par rapport à ces points-là que ce que vient de vous donner Monsieur Lebas, que je remercie une nouvelle fois pour son engagement et pour le 38e budget qu'il a dû présenter depuis 2 ou 3 ans, avant de nous présenter, enfin, budget au RCU, avant de nous présenter les quelques autres qui vont suivre. Et merci évidemment au service, puisque comme à chaque fois, on a effectivement un travail d'une très grande qualité, d'une très grande lisibilité, qui permet à chacun évidemment de parfaitement entendre et comprendre ce dont nous parlons. Pas d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, je sors pour de vrai et je laisse la main au premier adjoint. Merci, monsieur le maire. Donc, en l'absence de monsieur le maire, je vous propose donc de passer au vote pour l'arrêt de ce compte financier unique. Y a-t-il des abstentions? 5 abstentions. Des oppositions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Monsieur Lebas, pour les budgets annexes de ce compte financier, vous vouliez compléter vos propos avec le retour de monsieur le maire? Alors, 2 budgets annexes classiques, le centre funéraire régional et le budget de stationnement payant. Sur le CFR, vous avez des recettes d'exploitation d'1,051 000 € pour des dépenses de 498 000 €, ce qui génère un résultat de fonctionnement de 552 000 €. Que peut-on dire? Les recettes réelles ont augmenté de 9% du fait de la nouvelle tarification et d'augmentation des tarifs à plus 4%, et aussi, surtout, parce que en 2023 sont comptées les crémations sur 13 mois, à savoir le mois de décembre 2022. Mais parce que ça n'avait pas été fait, je ne sais pas pourquoi, on n'avait pas eu les bordereaux. Donc voilà l'explication. Donc un résultat de 552 000 €. Sur les dépenses, elles ont baissé, puisqu'on a réorganisé le travail du personnel. Mais le poste, bien sûr, le plus important des dépenses et qui a beaucoup augmenté, ce sont les fluides, naturellement. En investissement, nous avons 122 000 € de recettes pour 111 000 € de dépenses, donc un résultat positif de 10 000 €.
Ce qui fait que globalement, résultat de fonctionnement plus résultat d'investissement positif, nous avons un excédent de clôture de 563 000 € qui alimentera l'EBS. Alors, quelques détails justement sur l'activité du CFR. Je disais donc que les recettes ont augmenté, vous voyez bien, 502 000 en 2022, 535 000 en 2023, mais en fait, les recettes de novembre 2022 sont comprises dedans et elles s'élèvent à 85 400. Ce qui fait que le véritable montant des recettes 2023, si on travaille sur 12 mois, est de 450 000, c'est-à-dire qu'il est même inférieur à celui d'avant Covid. Ceci est dû, vous le savez bien, à la concurrence nouvelle, puisqu'il y a eu sur la région de Vitry et dans les Ardennes l'ouverture de centres funéraires. Et vous voyez bien que le nombre de crémations, donc, en conséquence, il est effectivement inférieur à ce qu'il était en 2019. Voilà pour le centre funéraire. Sur le budget annexe du stationnement payant en enclos, nous avons des recettes d'exploitation de 740 000 € pour des dépenses de 548 000 €. Alors au niveau des recettes, les recettes ont augmenté de 200 000 € par rapport à 2022. Alors d'où proviennent-ils? 50 000 € de fréquentation, une meilleure fréquentation, un retour de fréquentation, et malheureusement une subvention d'équilibre du budget principal de 150 000 €. Quant aux dépenses d'exploitation, elles ont augmenté. Le marché, avec le délégataire, ayant lui-même été réévalué de 6,7%, donc largement supérieur au taux d'inflation, comme la plupart des marchés du reste. Ce qui fait quand même que nous avons un résultat de fonctionnement positif de 191 000 €, qui couvre le déficit d'investissement qui est de 63 000 €, avec des recettes de 199 000 € et des dépenses de 254 000 €. Dans les dépenses, qu'est-ce que nous avons? Essentiellement des remplacements de luminaires, les travaux d'étanchéité et la sécurisation du local commercial. Ce qui fait que globalement, il nous reste un excédent de clôture de 127 000 € qui alimentera l'EBS. Il vous est demandé actuellement d'arrêter ce CFU des deux budgets annexes et donc de valider les résultats et les restes à réaliser sur chacun de ces budgets. Merci bien. Y a-t-il des questions ou des remarques? Il n'y en a pas. Je vais donc m'absenter. Juste avant cette absence momentanée, le chiffre que vous demandiez, monsieur Namur, est à 24% pour les communes, enfin, pour la moyenne des communes de la strate. Pour rappel, on est à 36, c'est ça? Donc on est plutôt pas mal, ce qui est une bonne chose. Donc désolé pour les services, on ne créera pas de poste pour remplir cette fonction-là. Oui, mais on en cherche beaucoup plus, puisqu'on est à 50% au-delà des autres. Mais vous avez raison, je suis tout à fait d'accord, on a déjà eu ce débat-là à plusieurs reprises. On peut sûrement encore s'améliorer, gratter 1 ou 2% sur le sujet, on est bien d'accord. Merci bien. S'il n'y a pas d'autres questions d'intervention et en absence de monsieur le maire qui est sorti de la salle, je vous propose donc de passer au vote de l'arrêt de ce compte financier unique des budgets annexes. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas. Ces délibérations donc adoptées. Je vous remercie avec le retour de monsieur le maire. Délibération numéro 4, monsieur Janssen. Monsieur le maire, chers collègues, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres parce que monsieur Lebas l'a très bien fait donc, concernant les reports. Donc je vous présente l'affectation des résultats 2023. En effet, vous avez le détail des déterminations de résultats de fonctionnement ainsi que du besoin de financement de la section d'investissement de l'exercice 2023. Il vous est proposé donc d'inscrire au budget supplémentaire 2024 les crédits suivants. 7 700 000 € concernant l'excédent de fonctionnalité reporté.
6 600 € concernant la recette au chapitre R002 et 10 millions au titre de la dépense pour le chapitre D001. Merci bien, Monsieur Guillemot. Y a-t-il des questions sur cette... Monsieur Janssen, pardon. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je vous demande donc d'approuver cette délibération que vient de nous présenter Monsieur Romain Janssen. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer à la 5 avec de nouveau Monsieur Janssen. Alors de même, je ne rentrerai pas dans le détail des chiffres. Concernant le budget annexe, vous avez la détermination de fonctionnement de l'exercice 2023 du centre funéraire et du stationnement en enclos, ainsi que le besoin de financement de la section d'investissement de l'exercice 2023. Concernant le centre funéraire, il vous est proposé d'affecter à l'article 1068 la somme de 0 € à prélever sur le résultat de section d'exploitation pour couvrir le besoin financier de la section d'investissement du compte. Et donc concernant le chapitre R002, la recette en résultat d'exploitation reportée de 552 000 € et pour la solde d'exécution de la section d'investissement reportée 86 000 €. Concernant le budget annexe du stationnement clos, il vous est proposé donc d'inscrire au budget supplémentaire les crédits suivants, donc un excédent d'exploitation de 63 000 €, un résultat d'exploitation reporté pour les recettes de 127 000 € et concernant les dépenses, un solde d'exécution de la section d'investissement de 57 000 €. Pardon, moins 57 000 €, excusez-moi. Petite différence. Merci, Monsieur Janssen. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, nous délibérons. Des oppositions? Des abstentions, il n'y en a pas non plus. La délibération numéro 5 est donc adoptée. La numéro 6, Monsieur Dubancher. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, la délibération numéro 6 concerne une garantie d'emprunt demandée par Nov Habitat pour la réhabilitation de 100 logements qui sont situés rue de Rouault et rue de Lorraine. La garantie d'emprunt concernera donc un emprunt de 2 440 000 au total sur 2 lignes de prêt, avec pour 670 000 un prêt à taux fixe sur 25 ans à 3,65 et pour le 1 770 000 également sur 25 ans mais avec un taux variable indexé sur le livret A moins 0,25%. Et donc il nous est demandé de garantir cet emprunt. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Monsieur Lebasseur. Monsieur Lebas étant sorti, nous pouvons délibérer. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La délibération numéro 6 est donc adoptée et Monsieur Lebas a le droit de revenir. La 7, Monsieur Chauvière. Monsieur le maire, chers collègues, les marchés ont été conclus le 1er janvier 2021 entre les 3 entités, c'est-à-dire la CAC, la ville de Châlons et le CCAS, pour l'entretien du parc automobile et des matériels. Cette procédure arrivant à terme au 31 décembre 2024, il est proposé, chers collègues, de mettre en œuvre une procédure en groupement de commandes, d'approuver les termes de la convention et autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et acte s'y référant. Merci bien, Monsieur Chauvière. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Je vous propose de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour participer à ce groupement de commandes. Je vous propose les candidatures de messieurs Deliège en titulaire et de monsieur Fogéa en suppléant. Il n'y en a pas d'autres candidatures. Est-ce que vous les acceptez? Merci pour eux et je vous propose maintenant de délibérer sur la 7. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. La délibération numéro 7 est donc adoptée. Nous passons à la 8, monsieur Chauvière. Monsieur le maire, chers collègues, la présente délibération a pour objet le lancement d'une procédure adaptée pour la création du coffre-fort électronique et d'une procédure adaptée pour la mise en place du dossier agent dématérialisé, engendrant donc la constitution de 2 groupements de commandes. Il est proposé, chers collègues, d'approuver les termes des conventions constitutives des groupements de commandes précités, d'autoriser le maire à signer ces conventions de groupement de commandes. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Nous commençons par désigner les membres de ce groupement, de ces 2 groupements de commandes.
Je vous propose en titulaire Monsieur Deliège et en suppléant Monsieur Fogéa. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas, ils sont donc désignés et je les remercie tous les deux une nouvelle fois de leur engagement. Et je vous propose de délibérer sur la 8. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. La 8 est donc adoptée. Et nous passons assez naturellement à la 9, a priori, avec le tableau des effectifs, Monsieur Doucet. Oui, monsieur le maire, chers collègues, il convient, comme pratiquement à chaque conseil municipal, d'actualiser notre tableau des effectifs. Il vous est proposé la création de 4 postes, 2 postes à temps complet dans le cadre d'emploi des assistants territoriaux d'enseignement artistique au conservatoire, en raison de l'augmentation de plus de 10% de la quantité de travail de 2 agents du conservatoire, un poste à temps complet dans le cadre d'emploi des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique pour le recrutement d'un directeur de notre conservatoire. Vous savez en effet que M. Boris Vidal nous a quittés pour prendre la direction du conservatoire régional de Nancy. Il était sur un grade d'attaché principal. Nous ne savons pas quel sera le grade de la personne que nous recruterons au terme du processus en cours, et c'est pourquoi nous avons besoin de cette création d'un poste de directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique. Et enfin, dernière création, un poste à temps complet dans le cadre des animateurs territoriaux pour le recrutement d'un référent de secteur au sein de la direction éducation jeunesse. Si vous décidez la création de ces 4 postes, vous autoriserez évidemment le recrutement nécessaire et fixerez ainsi le tableau des effectifs de la ville à 782 postes. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Avant de voter, je profite de l'occasion pour rendre un hommage très appuyé au travail effectué par Boris Vidal. On aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir à l'occasion du prochain conseil municipal où on aura un certain nombre de délibérations sur le conservatoire qui nous permettra de faire un bilan d'ailleurs du travail qu'il a effectué. Mais il a fait avec nous, à nos côtés, un travail absolument remarquable. Et donc vraiment un grand regret de son départ, mais une grande chance pour lui de progresser dans sa carrière, mais vraiment quelqu'un d'absolument remarquable. Sur ce tableau des effectifs, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Alors, 5 abstentions. La délibération est donc adoptée. Délibération numéro 10, Madame Lisola. Monsieur le maire et chers collègues, cette délibération est la 5e délibération pour traiter de l'indemnisation des commerçants dans le cadre des travaux de l'îlot Notre-Dame. Les dossiers, vous le savez, ont été examinés par une commission d'indemnisation technique dédiée indépendante. Aujourd'hui, vous sont présentés 5 dossiers, 2 nouveaux dossiers qui constituent des indemnisations définitives et 3 dossiers que nous avons vus déjà passer en conseil, mais qui sont présentés pour solde de tout compte, puisque nous avons examiné les bilans comptables définitifs. Il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer les protocoles d'accord transactionnels concernant ces indemnisations. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, nous délibérons sur la 10, donc des oppositions? Des abstentions? La délibération numéro 10 est donc adoptée. La 11, Madame Pascale Michel. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération a pour objet une convention de partenariat entre la société Pass Culture et la ville de Châlons. Cette convention a pour ambition de mettre à disposition des jeunes un nouvel outil facilitant leur accès à la culture. Il s'agit en fait d'une application sur smartphone qui va répertorier l'ensemble des propositions des acteurs culturels de tous les secteurs, à savoir les spectacles, les concerts, cinéma, expositions, musées, etc. Outre le fait d'être un outil de communication moderne et adapté aux jeunes, il a aussi l'avantage de rendre plus lisible l'offre culturelle de notre territoire. Par ailleurs, ce dispositif ouvre pour chaque jeune de 15 à 18 ans un crédit d'achat culture qui est fonction de l'âge, 20 € pour un jeune de 15 ans, 30 pour 16 ans, etc. Le Pass Culture s'adresse aussi aux élèves du second degré au travers d'une part collective financée par l'État et destinée à la réalisation d'activités artistiques et ou culturelles en groupe et encadrée par des professeurs.
Il vous est donc demandé d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser le maire à la signer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Je regrette infiniment que M. Vattel ne soutienne pas publiquement cet exemple de gratuité de la culture prise en charge financièrement par l'État. Je suis en campagne. Qu'est-ce qu'il a dit? Y a-t-il d'autres remarques sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de délibérer sur la 11. Y a-t-il des oppositions? Non, ça ne va pas jusqu'à s'opposer quand même. Des abstentions? La délibération 11 est donc adoptée. La 12, Madame Guillaume. Monsieur le maire, chers collègues, la ville de Châlons est associée aux arts du cirque indéniablement. 1985 marque le premier jalon de cette histoire avec la naissance du Centre national des arts du cirque. D'abord dans le cirque historique, le CNAC va s'étendre en 2015 sur le site de la Marnaise. 2019, deuxième jalon avec la labellisation du pôle national cirque, le PALC. Troisième jalon d'importance, l'immense don de Pascal Jacob et de la famille Fratellini au musée de la ville. Don accompagné depuis plusieurs années par une politique d'acquisition des musées axée sur le cirque. La création d'un musée des arts du cirque nous permettra d'avoir un écosystème complet autour des arts du cirque, couvrant la formation, la pratique, la création, la diffusion et la patrimonialisation des arts du cirque. Le 11 juillet 2019, nous actions ensemble au cours du conseil municipal le projet d'un musée dédié aux arts du cirque. Au cours du conseil municipal du 9 février 2023, nous validions ensemble le projet scientifique et culturel de ce musée, une étape indispensable soclant ce projet. Ce musée, nous vous en avions présenté son ambition, être un lieu de rencontre, de connexion entre la création contemporaine et le cirque traditionnel, être un lieu où l'on raconte l'histoire du cirque, où on la vit. Pour permettre cette rencontre et offrir à tous les publics cette expérience inédite, nous avons pensé ce projet de musée au contact des futurs locaux du PALC. Côte à côte, nous aurions des usages qui se connectent, qui se nourrissent et qui facilitent l'événementialisation et la popularisation du cirque. Le lieu pour accueillir ce projet étant la caserne Chanzy. Pour réfléchir ce projet, nous avons sollicité une assistance à la maîtrise d'ouvrage qui a mûri une proposition prenant en compte les contraintes du site, les objectifs et les besoins de chacun, la complémentarité de tous les usages, flux et vies projetés sur le site de Chanzy. Il ressort de ces réflexions une étude d'implantation et un pré-programme qui respecte tous les usages requis, les contraintes du site et les préconisations de l'architecte des bâtiments de France. La proposition est donc de construire un bâtiment neuf qui présente une surface de plancher d'environ 6 000 m² et qui se déploie sur 5 niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages. La partie muséale occuperait 1820 m², plus 362 m² consacrés aux expositions temporaires. Le coût des travaux s'élève à 14 250 360 € hors taxes et l'ensemble de l'opération s'élèverait à quasiment 27 millions d'euros, intégrant la muséographie et la scénographie. Concernant le planning de ce projet, nous sommes là à la première phase du concours qui s'étendrait de juin à septembre 2024. Les candidats retenus devraient produire une esquisse. En juin 2025 serait notifiée l'attribution du marché à l'équipe de maîtrise d'œuvre et les travaux devant se dérouler de fin 2026 à fin 2028. Il est donc demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver le pré-programme de ce concours, d'approuver l'enveloppe prévisionnelle de l'opération, 27 millions d'euros, soit 32 361 000 €, d'autoriser le maire à lancer la procédure formalisée de concours restreint sur esquisse, de fixer à 5 le nombre de candidats admis à participer au concours, d'arrêter le montant de l'indemnisation des équipes non retenues et de désigner les membres du jury, membres répartis en 4 collèges et dont la composition est précisée dans la délibération. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Monsieur Vattel. Oui, monsieur le maire, chers collègues, donc du coup je reviens parmi vous. On ne dira jamais assez la chance que Châlons a eue, que ce soit nous aux affaires, quand l'école du cirque a été créée à Châlons. Ceci étant dit et redit, ce dispositif et ce qui a été fait depuis est très positif et ce musée
l'est tout autant. Et donc, c'est avec plaisir que je voterai positivement cette délibération nouvelle sur le cirque et les différentes variantes que nous avons mis en place ensemble depuis la création de l'École nationale du cirque. Merci beaucoup. D'autres remarques ou questions? Peut-être une précision complémentaire, non pas à ce que vient d'évoquer Mme Guillaume, mais par rapport à ce que vient d'évoquer M. Vattel. Ce n'est pas juste un bâtiment pour le musée du cirque. Là où il y a l'originalité de ce projet-là, c'est que ce sera un bâtiment cirque pour effectivement accueillir les équipes du musée, pour accueillir évidemment les œuvres et les collections, mais c'est aussi un bâtiment pour le pôle de création et de diffusion. Et l'originalité du projet, c'est bien d'essayer de créer une nouvelle forme d'expression artistique qui va mêler le patrimoine et les vivants. Et là, c'est une nouvelle dimension culturelle que nous essayons de proposer au travers de ce bâtiment-là, quelque chose de très nouveau, de très exceptionnel et très innovant. Donc c'est une petite précision que je souhaitais apporter par rapport à ce que vous avez évoqué, Monsieur Vattel. Et sinon, je souscris parfaitement à ce que vous avez dit sur la formidable chance que nous avons eue en 1985, sous effectivement d'autres équipes municipales, d'avoir accueilli le CNAC à cette époque. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Nous délibérons. Des oppositions? Des abstentions? Cette délibération est donc adoptée. La 13, Madame Guillaume. Monsieur le maire, chers collègues, la ville de Châlons porte depuis 2021 un projet de valorisation numérique et muséographique du musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux afin de mettre en valeur les vestiges découverts par Sylvia et Léon Pressuire et les travaux de ces archéologues et historiens de l'art. Ce projet de valorisation numérique s'inscrit à l'occasion de la requalification de plus grande ampleur du quartier de l'îlot Notre-Dame dans son ensemble que nous avons récemment inauguré. Un travail de recherche a donc été engagé pour, d'une part, constituer un discours scientifique et, d'autre part, pour réinventer la médiation au public via un nouveau parcours numérique prévu au sein du musée. Les archives de Léon Pressuire sont, depuis 2014, la propriété de l'Institut national d'histoire de l'art. Une convention de partenariat doit donc être établie entre la ville et l'INHA afin de formaliser la collaboration et assurer la mise à disposition des archives utiles à notre projet. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver les termes de la convention de partenariat annexée à cette délibération. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Nous délibérons sur la 13. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La 13 est donc adoptée. Et nous passons à la 14, Madame Cheyer. Oui. Cheyer. Sinon, je vais me faire engueuler. Par cette délibération, il vous est proposé de verser une subvention exceptionnelle à l'association Pomme Cannelle pour la création d'un nouvel établissement pour les jeunes enfants de 24 places au 2 bis boulevard de Vaubécourt. Effectivement, on note une forte demande de parents à laquelle on ne peut pas toujours répondre. C'est pourquoi la CAF, le département et le CCAS sont très favorables à cette création. Pour mémoire, depuis 2022, dans le cadre d'un partenariat avec Pomme Cannelle, le CCAS attribue une subvention de 10 000 € à cette association qui lui ouvre droit à une subvention complémentaire de la CAF de plus de 100 000 € pour 2023, ce qui montre le partenariat de qualité que nous avons tous les deux. L'investissement nécessaire pour cet établissement est de 986 426 €. Le département s'est engagé à hauteur de 69 115 €. Au regard de l'intérêt de ce projet, il est proposé d'attribuer à Pomme Cannelle une subvention à la même hauteur que le département, soit 69 115 €. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La 14 est donc adoptée. La 15, Madame Onzoni. Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération porte sur la convention de partenariat entre la ville de Châlons-Champagne et l'association Alpha Logement pour l'année 2024. Alpha Logement s'engage à soutenir les centres sociaux et culturels municipaux Émile Schmitt et Rive Gauche dans leur fonction d'équipement de proximité, de veille sociale et pour l'animation de la vie locale. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'accorder la somme de 8 500 € pour les activités des centres sociaux municipaux.
Il vous est donc demandé d'approuver les termes de la convention de partenariat et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Merci beaucoup. La 15 suscite-t-elle des questions? Si ce n'est pas le cas, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La 15 est donc adoptée. La 16, Monsieur Guillemot. Monsieur le maire, chers collègues, comme vous le savez, l'avenue du Général Patton est située sur le domaine public fluvial. Dans les faits, il s'agit en fait d'une voie ouverte à la circulation publique, empruntée par les véhicules cyclistes et piétons et entretenue par les services de la ville de Châlons-en-Champagne. Dans le cadre du projet de réaménagement des trottoirs, de la chaussée et de la création des pistes cyclables de l'avenue du Général Patton, dont le commencement des travaux est prévu à septembre 2024, il convient préalable de conventionner entre la ville et Voies navigables de France au regard de la domanialité de cette voirie urbaine située sur le domaine public plus fluvial, afin de permettre la réalisation des travaux consistant à la réfaction complète de la chaussée, la création des trottoirs sécurisés, l'aménagement d'un itinéraire sécurisé de pistes cyclables, une nouvelle gestion des eaux pluviales, la reprise des espaces verts ainsi que l'éclairage public, une convention de mise en superposition d'affectation au domaine public fluvial pour la mise en œuvre et la gestion de l'aménagement de cette avenue doit être signée. En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir approuver les termes de la convention et autoriser le maire à signer cette convention. Merci bien. Y a-t-il des questions sur la 16? Il n'y en a point. Je vous propose donc de délibérer sur la 16. Des oppositions? Des abstentions? Non plus. La 16 est donc adoptée. La 17, Madame Audin. Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération porte sur une régularisation foncière caserne Chanzy. En 2022, la parcelle cadastrée AK 559 a été divisée pour permettre de définir les périmètres de propriété entre la DRAC et la ville de Châlons-en-Champagne. Suite à cette division, des travaux de construction d'un mur au sud du bâtiment 55 ont été réalisés par la DRAC pour délimiter les parcelles. Ce mur n'a pas été érigé conformément au plan de division, conduisant à revoir les propriétés de chacun. La DRAC doit céder à la ville l'emprise correspondant à 126 mètres carrés au prix de 150 €, valeur définie par l'État. Il nous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes de vente ainsi qu'à réaliser les actes relatifs à leur exécution. Je vous remercie. Merci bien. Y a-t-il des questions sur la 17? Il n'y en a pas. Des oppositions? Des abstentions? Merci pour cette unanimité, pour cette première délibération présentée par Madame Audin en tant que nouvelle conseillère municipale. Je crois comprendre que c'était notre dernière délibération de ce conseil express. Je vous remercie les uns les autres évidemment pour votre présence. Une nouvelle fois, remercier ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.